Chaussons, 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 chaussons ceci, chaussons cela. Oui, mais il n'y a pas que chaussons dans la vie. Il y a aussi Fiat. À tout de suite. Je ne représente certainement pas la majorité des gens qui ont des problèmes avec leur véhicule, que ce soit niveau cellule, que ce soit niveau porteur. J'ose imaginer qu'une majorité de personnes, que ce soit des artisans qui ont un Fiat Ducato, camionnette ou Ben, ou n'importe quelle version, ou que ce soit d'autres camping-caristes qui ont un Fiat Ducato, j'ose imaginer que je suis loin de représenter la majorité. Je suis peut-être aussi loin de représenter une exception, mais ça c'est un autre débat. Je veux relativiser les choses et de la même manière, je cite souvent Mercedes parce que c'est une marque que je connais pour en avoir eu 4. Pas des sprinters, mais enfin j'ai eu des classes V, ce qui n'en est pas très éloigné. On peut avoir dans des grandes marques comme Mercedes des problèmes également, de la même manière que moi j'ai des problèmes avec ce Ducato. Et c'est valable pour les cellules aussi. On peut également avoir moult problèmes dans des grandes marques, comme Imer par exemple, et ne pas en avoir chez Chausson. Je rappelle quand même que dans mon premier van, hormis un problème avec le ventilateur du frigo, le ventilateur qui permet de le rafraîchir en été, hormis ce petit souci-là, j'étais enchanté de ce van. Et encore, ce souci-là, eh bien voilà, c'était un problème de montage, puisque le fil de masse de ce ventilateur n'était même pas branché. Donc, du travail de cochon à l'usine, ce qui, moi, ne m'étonne pas du tout. Des gens qui ont encore l'amour de leur métier maintenant, c'est extrêmement rare, avec souvent la bonne excuse qu'ils sont payés au lance-pierre. Ben oui, même si on est payé au lance-pierre, on fait son travail convenablement. Voilà, ça c'est comme ça que moi je vois les choses, mais je me doute bien que je dois être un ovni pour penser de cette manière-là. Comme je le disais, j'ai eu beaucoup de véhicules. Une Mitsubishi Lancer. J'ai ensuite eu une deuxième Mitsubishi Lancer, le modèle suivant, 1800 diesel cette fois-ci. Une Mitsubishi Galant 2 litres 3 turbo diesel. Mitsubishi Colt, couleur bleue, 1800 diesel, un vrai veau. Puis j'ai acheté une Golf GTI d'occasion, Golf 1. Et puis je suis passé chez Renault, puisque mes beaux-parents roulaient en Renault. Mes parents roulaient en Mitsubishi. Souvent, on choisit la marque de ses parents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Voilà. Donc moi, mes parents roulaient en Mitsubishi et j'ai commencé par rouler en Mitsubishi. Et donc, après ma Golf GTI, j'ai acheté une Renault 1916 soupape, neuve. Je vous mets la photo, couleur bleue. Une cochonnerie de voiture, quoi. Et ensuite, j'ai eu une Renault Laguna, bourrée d'électronique, qui était full option. Après, je suis passé à Volvo, une V70, comme je vous montre là, avec un moteur Audi. Donc, c'était du 5 cylindres. J'ai eu la même chose avec un moteur essence et en LPG. Et puis, j'ai eu une S60, une V50. Et puis, j'ai eu les deux modèles de V70 suivants. Et puis, face à un problème d'air conditionné chez Volvo, qui m'avait coûté 3000 € sans que ça ne soit réparé, je les ai envoyés à la gare et j'ai été chez Mercedes où j'ai acheté mon premier véhicule utilitaire, puisque en Belgique, vous avez cette catégorie fiscale de véhicules utilitaires, donc un Viano, c'est comme une classe V, donc c'est un monospace. Quand vous mettez une cloison derrière la banquette arrière ou derrière le conducteur et qu'il reste au moins une certaine distance de coffre, ça doit faire, je pense, la moitié de l'empattement plus 1 centimètre, ça devient un véhicule utilitaire. Et donc, il ne peut y avoir aucun accès depuis l'habitacle jusque dans le coffre. C'est interdit. Vous pouvez juste avoir éventuellement une petite trappe pour mettre des skis. Et donc, j'ai eu ce Viano V6, qui n'était pas un foudre de guerre. Ça tapait le 0 à 100 km/h en 10 bonnes secondes. Une boîte automatique un peu vieillotte. Mais voilà, j'étais content de ce véhicule. Et après cela, j'ai eu 2 classes V. Un premier pas très bien équipé et puis un deuxième qui avait très peu de kilomètres que j'ai racheté à mon concessionnaire et qui lui par contre était beaucoup mieux équipé. Donc tous ces véhicules-là, Viano V6 classe V, étaient des véhicules utilitaires, donc avec une cloison derrière. C'était de vrais salons roulants, ces véhicules-là, de vrais salons roulants. D'ailleurs,
On voit beaucoup de taxis ou de VTC qui roulent avec des classes V. Et puis après ça, j'ai eu la meilleure voiture que j'ai jamais eue, c'est la classe A. Je vous montre des photos de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça, c'est ma dernière voiture, juste avant d'acheter mon premier van. Chez Mercedes, jamais eu de problème, jamais le moindre problème. Chez Volvo, honnêtement, non plus. Sauf la dernière, problème d'air conditionné qui n'était pas résolu. Il y avait une fuite de gaz quelque part, ils n'ont jamais trouvé. Et chez Mercedes, je n'ai jamais eu le moindre problème. Des pannes que j'ai eues, oui. L'étoile chauffante dans ma classe A, qui à un moment donné ne chauffait plus qu'à moitié. Voilà. Pourquoi l'étoile chauffante dans la calandre? Tout simplement parce que cette Mercedes était full option. Et il y avait un radar, notamment derrière l'étoile de la calandre, qui permet de gérer le cruise control adaptatif, qui permet de freiner la voiture en cas d'obstacle, qui permet même de l'arrêter. C'est une des solutions qui marche le mieux d'ailleurs. J'ai déjà vu des tests de plusieurs véhicules qui ont l'arrêt pour ne pas écraser les piétons, et la Mercedes jusqu'à 50 km/h, ça marche sans aucun problème. Et donc en hiver, pour que tous ces systèmes fonctionnent, l'étoile est chauffée. Et bon, heureusement que j'avais ma caméra thermique qui m'a permis de voir qu'il n'y avait plus qu'un élément sur deux qui chauffait, et donc voilà. Mais hormis ça, jamais de problème. Et puis nous voilà avec ce Fiat Ducato, celui-ci, donc le deuxième van. Ce deuxième van que l'on me livre en panne, avec un voyant moteur donc allumé, en me disant « Ah oui, mais c'est parce qu'à l'usine, ils mettent en route, ils arrêtent, ils mettent en route, ils arrêtent indéfiniment à les entendre, et que donc le filtre a besoin d'une régénération ou quelque chose comme ça. » Bon, je précise aussi que dans les modèles Ducato avec AdBlue, il n'y a pas de vanne EGR. J'ai lu un commentaire qui disait « Oui, avec de l'AdBlue, parfois il y a quand même une vanne EGR. » Sur le Ducato avec AdBlue, en Euro 6, il n'y a pas de vanne EGR. Donc c'est déjà un souci de panne en moins. Et donc cette panne à la livraison de ce magnifique chausson Anniversary, c'était le calculateur du réchauffeur AdBlue. Donc pas le calculateur moteur, non, c'était le calculateur du réchauffeur AdBlue. Le truc qui dit, ah ben maintenant tu dois réchauffer l'AdBlue parce qu'il fait trop froid. Bon, voilà. Donc 3 jours d'immobilisation, à peine le van livré. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite en un an? Ben, j'ai eu une consommation d'huile. Alors, le garagiste répond à cela la première fois, oui, c'est normal parce que c'est en rodage. La deuxième fois que je vais remettre de l'huile, on vous répond, ah oui, mais ça ira mieux après le premier entretien. La troisième fois, on vous invente encore autre chose. Comme à chaque fois, il y a une enquête de satisfaction. La dernière fois, j'ai répondu de manière relativement défavorable, donc un 6 sur 10, en ayant soin de ne pas cocher la case à la fin du questionnaire « Voulez-vous transmettre ces informations au concessionnaire ?» Voilà, moi je voulais que Fiat soit au courant, mais pas le concessionnaire. Il se fait que le concessionnaire a été mis au courant quand même. Et donc, pour la panne que j'ai eue cette semaine-ci, je suis arrivé à la concession et on m'a dit « Oui, tiens, voilà, vous avez... donner une mauvaise note à la concession. Vous savez quand même que ces enquêtes, c'est en fait pour charger la concession. Ben oui, ça je le sais, puisque les fabricants veulent se décharger d'absolument toute responsabilité. Ces gens sont des irresponsables, et donc les responsables, ce sont les gens de la concession. Donc ça je le savais, mais ça n'empêche pas que je n'ai pas à supporter des réponses. Et donc on m'a clairement menacé à la concession que si je donnais une mauvaise note, eh bien en fait, quand il y avait des garanties qui étaient un petit peu litigieuses, comme mon disque de frein avant droit, je vais en parler après, eh bien Fiat ne serait pas enclin à accorder une garantie. Et cela m'a quand même semblé bizarre, parce que si je donne une mauvaise note à la concession, je ne vois pas pourquoi Fiat irait se tirer en plus une balle dans le pied en refusant une garantie qui est un petit peu litigieuse, je vais dire, qui n'est pas un cas clair. Et moi je pense plutôt que c'est la concession, il n'a pas évidemment osé me le dire, c'est la concession qui doit batailler parfois pour certaines garanties, et ce qu'il m'a fait comprendre clairement, je suppose, c'est que, cher monsieur, si vous nous donnez encore une mauvaise note, eh bien dans ce cas, le jour où il faudra faire appel à la garantie, mais que ça sera un cas un petit peu sur le fil du rasoir, nous ne ferons plus l'effort de demander. Eh bien...
je vais vous dire, cher monsieur de la concession, rien que pour ça, la prochaine enquête, vous aurez un 0. Ça ne sera même plus un 6 sur 10, ça sera un 0. Parce que vos petites menaces, vous pouvez vous les garder. Voilà. Donc, livraison en panne, consommation d'huile, je veux bien que la concession n'en peut rien non plus. J'avais signalé, et comme quoi il faut faire réparer tout de suite, j'avais signalé il y a déjà très longtemps, le van avait peut-être 5-6 mois, que les freins couinaient, je vais le dire comme ça, quand je freinais, mais tout doucement, donc pas quand on appuie vraiment fort, mais quand on freine tout doucement, j'entendais un couinement de frein. Et je l'ai signalé, et puis en disant, on regardera ça à l'entretien. Et puis l'entretien, il s'est fait après 12 mois au lieu de 24, hein, je rappelle, aussi, encore une erreur. Entretien qui m'a coûté plus de 400 €, ceci dit. Et donc, on me rétorque, ah oui, mais c'est une pièce d'usure, le disque de frein. Et donc, pièce d'usure, ce n'est pas pris en garantie. Alors, moi, je l'ai regardé droit dans les yeux, le concessionnaire, j'ai dit, vous vous foutez de moi. Un disque de frein qui a un problème à 23 000 km, mais qui l'avait déjà bien avant, puisque je vous l'avais dit, évidemment, les paroles volent, les écrits restent, vous n'allez pas me dire que c'est de l'usure, c'est qu'il y a un problème, parce que des disques de frein, à aucun des véhicules dont j'ai fait la liste précédemment, et il y en a quand même là-dedans des véhicules avec lesquels j'ai fait plus de 100 000 bornes, jamais je n'ai remplacé un disque de frein à aucun véhicule. Jamais dans un de ces véhicules, je n'ai dû rajouter une goutte d'huile entre 2 entretiens. Ni mes premiers véhicules qui avaient des intervalles très serrés pour les entretiens, ni dans les derniers qui avaient des intervalles très longs, genre 50 000 km pour ma dernière Mercedes. Voilà, je suis désolé, ce n'est pas normal. Et ce n'est tellement pas normal que mon premier van, Fiat Ducato, le même moteur, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Ni d'huile, ni de voyant qui s'allume, ni tout cela. Bon, lui, il a eu un autre problème, il a terminé sur un arbre, malheureusement. Et puis donc le concessionnaire m'a dit ah oui, mais de toute façon, la consommation d'huile, il y a une norme européenne qui dit que ça peut aller jusqu'à 1 litre au 1000 km. Je serais quand même curieux de savoir si c'est la vérité, cette histoire-là, parce que ça me semble quand même fort gros. Vous imaginez, vous faites 10 000 km par an, cela vous coûte à peu près 20 € le litre, mais c'est même plus cher que ça. Si vous rajoutez 1 litre tous les 1000 km, ça vous fait 10 litres, ça vous fait plus de 200 €. Ça commence à revenir cher, hein, si on rajoute à ça le prix du carburant maintenant, 1,619 aujourd'hui, à la pompe la moins chère de ma région. Donc on est quasiment à presque 1,70 sur les pompes normales. Ça commence à devenir très cher de rouler avec ce véhicule, hein. Alors laissons-le sur un parking, été comme hiver, et puis le carburant servira juste pour le trauma, quoi, hein. Donc voilà, je ne suis vraiment pas content du tout. Et puis voilà donc cette panne qui arrive, panne entre guillemets, puisque je n'ai pas eu de perte de puissance. Alors le réflexe à avoir quand vous avez le voyant moteur qui s'allume, c'est de switcher sur la consommation instantanée justement. Et vous voyez, grâce à ça, si le moteur il tourne correctement ou pas. Il se fait que moi, je n'ai pas eu de perte de puissance avec ce voyant moteur allumé, je n'ai pas eu apparemment de consommation supplémentaire. Donc voilà, ce n'était pas très très grave. Et en fait de gravité, c'était simplement un logiciel qui devait être mis à jour au niveau du moteur. Donc j'ai conduit le van hier matin, mon fils est venu me rechercher à 8 h au garage, et à 10 h, on me téléphonait pour me dire que c'était terminé et que c'était tout simplement une mise à jour logicielle pour une histoire de surpression, de je ne sais plus quelle sonde, enfin soit, moi je m'en fiche quoi, le van est réparé. Et le soir même, je vous le donne en mille, le Truma, erreur 122H. Alors donc là, ce n'est plus Fiat, erreur 122H, c'est problème d'arrivée de mazout, de diesel ou de gasoil, puisqu'en France, ce que nous appelons diesel, vous appelez ça gasoil, et en France, ce que nous appelons gasoil, vous l'appelez fuel, F-I-O-U-L, qui est le mot anglais F-U-E-L qui a été francisé. Donc chez nous, le mazout de chauffage,
c'est du gasoil et le mazout de roulage, c'est du diesel. Voilà, comme ça, je resitue un peu tout. Et donc, le réservoir était quasiment plein, donc je savais que ça ne pouvait pas être un problème de cette nature-là. Et j'ai vu, en faisant des recherches sur Internet, que ça pouvait être le crayon de préchauffage. Et que c'est une intervention qui coûtait relativement cher. À mon sens, c'est une pièce d'usure, et donc ça n'est pas pris en garantie. Donc j'ai téléphoné à quelqu'un qui fait ça, pas à mon concessionnaire. Il m'a dit, écoutez, je vais demander à Trouma ce qu'il en est. Et Trouma était prêt à faire un geste commercial en cas de remplacement. Donc un remplacement gratuit finalement, mais bon, il fallait que je passe chez mon concessionnaire. Et cette personne m'a conseillé de faire tourner pendant 2 heures le chauffage à fond. Donc j'ai mis le thermostat à fond, 30 degrés, on ne peut pas aller plus haut. J'ai ouvert en grand la porte et je n'ai plus de problème. Tant que je parle de Fiat, allons au bout des choses. Depuis ma première Volvo, donc ça remonte quand même à 1996, j'ai l'affichage de la consommation instantanée. Eh bien, sur tous ces véhicules, mes Volvo, Mercedes, etc., en descente, donc des belles descentes, où vous lâchez l'accélérateur et que le véhicule conserve sa vitesse, tant que vous restez en vitesse justement, si vous passez au point mort, c'est foutu évidemment, mais tant que vous restez dans une vitesse et que vous êtes dans cette belle descente, consommation instantanée, 0. Fiat Ducato, 2 litres. Je vous montre les images. Voilà. Pourquoi? Autre chose, le cruise control. Comme quelqu'un me l'a d'ailleurs très bien indiqué en commentaire de la vidéo précédente, le cruise control, c'est une vraie cochonnerie. La moindre descente, vous prenez je ne sais combien de kilomètres heure, et la moindre côte, hop, le véhicule ralentit. Alors que, si vous poussez sur l'accélérateur, vous pouvez rattraper la vitesse normale. Donc c'est bien que le moteur a la puissance nécessaire pour affronter cette côte à la vitesse que vous avez réglée au cruise control. Mais non. Donc je ne sais pas ce que c'est que pour un cruise control, mais c'est de la merde. Et enfin, dernière chose, la colonne de direction. Je vous montre aussi les images. Il m'arrive parfois d'avoir le pied sur l'embrayage un petit peu trop à droite. Et en tournant, quand vous avez la pédale d'embrayage qui est enfoncée, en tournant, vous avez cette espèce de gros boulon qui vient coincer sur votre pied. Alors si vous tournez vers la gauche, c'est relativement gênant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un cache au bout de cette colonne de direction pour que ce boulon ne se retrouve pas bloqué sur votre pied? C'est effarant à se demander si les gens qui ont conçu ça sont seulement montés une seule fois dans ce véhicule. Bref, la liste des problèmes commence quand même à être un petit peu longue et j'aimerais bien être un petit peu tranquille, d'autant que maintenant tout ce qui est travail de développement que j'avais est terminé. J'ai fait la livraison aujourd'hui et je vais avoir un petit peu plus de temps théoriquement pour voyager. Reste la question du prix du carburant. Je ne sais pas si vous avez vu, chez nous en tout cas, la station la moins chère de ma région, qui est nettement moins chère que les autres, ce matin j'ai fait le plein, il était à 1,619. L'essence, jusque hier, elle était un petit peu moins chère que le diesel, et maintenant elle est de nouveau un petit peu plus chère que le diesel. Elle est à 1,629. Il y a quelques mois, on était à, je ne sais pas combien, mais 1,30 €, quelque chose comme ça. Et on l'a eu moins cher que ça, on l'a eu quasiment à 1 € pendant la période du confinement, si j'ai bonne mémoire. Mais je vais vérifier et je vais marquer éventuellement en commentaire de la vidéo quelques dates clés dans le prix du carburant. Donc ça devient la folie. Si à ça vous rajoutez l'AdBlue, 1 litre d'huile tous les 1000 km, ça commence à faire cher le voyage, quoi. À ce tarif-là, vous prenez l'avion, hein. Et puis vous revendez ce machin-là, quoi. Voilà, ça devient quand même vraiment très compliqué. Voilà, j'espère être un peu plus tranquille. J'espère que mon Trouma, maintenant qu'il a tourné pendant 2 heures à fond, il s'est un petit peu décrassé. En tout cas, depuis, je n'ai plus de problème. Frigo, plus de problème. Et le Fiat, ma foi, j'espère que je vais être tranquille. On va donc remplacer sous garantie le disque de frein avant droit le 10 novembre. Et j'espère que ça réglera le problème.
je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez grand soin de vous. Pouet pouet boum boum tralala.